je vous fais enfin la vidéo finition avec le bilan des 2 logements de mon dernier immeuble. Donc c'est un petit immeuble de 2 lots. Donc il y a un studio au rez-de-chaussée, un T1 bis à l'étage. Si vous me suivez régulièrement sur Facebook, vous avez dû voir les lives travaux au fur et à mesure. J'ai essayé de vous montrer le maximum de choses. Et j'avais fait une vidéo que j'ai partagée également sur YouTube en posant la question, en interrogeant, faut-il faire les travaux soi-même? Donc voilà, j'avais fait une synthèse assez intéressante. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à regarder la vidéo. Ça s'intitule Faut-il faire les travaux soi-même? Ou j'avais dit quoi? Ou comment travailler 1 an et avoir 4 ans de retraite, un truc comme ça. Donc c'était pour schématiser un peu, pour donner un ordre d'idée des économies réalisées en faisant les travaux par soi-même. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc c'est dans ces 2 appartements. Donc je vais vous montrer une vidéo là qui détaille l'état initial de l'immeuble. Donc c'est une vidéo que j'avais prise au tout début où c'était encore dans son jus. Donc c'est vraiment le plus parlant. Et on voit que là où je me trouve, donc là c'est mon bureau, voilà. Là c'est mon lit. Et là c'est ma salle de bain. Et après c'est ma cuisine. Donc je me suis installé dans le T1 bis qui est à l'étage justement, en attendant de rénover un autre appartement où je m'installerai plus tard. Et donc du coup on voit que ici, c'était un vieux papier peint, vraiment horrible. Les menuiseries derrière la caméra là, c'était du simple vitrage, il y avait la moitié des carreaux cassés. Bref, c'était un peu un taudis. Il y avait 2 énormes trous dans le plafond, parce qu'il y avait des fuites de toit. Donc ça avait été soldé par l'ancien propriétaire, donc il n'y avait plus de fuites. Normalement, quand je me suis installé ici, j'ai constaté qu'il y avait encore quelques fuites, mais rien de catastrophique. Donc une fuite assez originale, il y avait de l'eau qui arrivait dans mon luminaire. Alors c'est l'ancien luminaire que j'ai gardé, c'était un globe en verre, et donc l'eau passait dedans. La première fois que ça a fait ça, quand j'ai allumé la lumière, ça a fait un court-circuit, ça a fait disjoncter, donc c'était pas méchant. Là j'ai de la chance, depuis les fils se sont pas retouchés, il y a un peu d'eau qui est retombée encore dedans, et dernièrement il pleuvait plus dedans, donc voilà, je suis pas monté sur le toit. Je sais qu'il y a pas mal de choses à revoir sur le toit, parce que quand il pleuvait, j'ai pu accéder au comble et voir exactement où ça fuyait. Donc ici, on est accolé à un autre bâtiment qui est plus haut, et au niveau de la rive, du coup, au niveau du Solin, il y a des infiltrations. Il y avait de l'eau qui coulait le long. Donc après, là de l'autre côté, moi c'est un couloir, donc j'ai pas été concerné ici, j'ai pas eu d'infiltration à l'intérieur, mais dans le couloir, il y a un peu d'humidité qui est peut-être venue, mais je l'ai pas aperçu plus que ça. Au niveau de l'entrée de cet appartement, il y avait au niveau du bas de pente, il y a des infiltrations qui passaient à ce niveau-là. Et puis il y a un châssis d'accès au toit qui s'appelle un châssis de tabatière. Et c'est là où ça remplissait mon globe d'eau en fait. Et j'ai vu quand il pleuvait que c'était au niveau de l'angle en bas à gauche du châssis qu'il y avait des petites fuites, qu'il y avait un goutte à goutte. Donc voilà, il y aura ça à reprendre. Je sais qu'il y a de la mousse, il faut démousser aussi. C'est pas génial, là c'est de la tuile canal classique, voilà, qui est pas... Il n'y a ni crochet, ni collé entre elles, il n'y a rien qui va. Donc avec un peu de chance, celle du dessous, c'est quand même des tuiles à talent, ça s'appelle, je crois. Donc il y a un petit nez en fait qui fait blocage sur les lithos. Mais des fois les modèles les plus basiques, il n'y a même pas de talent, c'est-à-dire que c'est une tuile dessous, une tuile dessus. Et en fait c'est hyper dangereux parce que elles sont pas du tout attachées entre elles. Donc c'est hyper glissant. S'il y en a une qui se met à glisser, il y a tout qui part derrière. Donc ne vous amusez pas à monter sur les toits avec ça sans être harnaché. Moi je suis un peu téméraire, j'ai tendance à dire ouais c'est bon, tranquille. Mais voilà, il y a des charpentiers du métier qui m'ont vraiment mis en garde là-dessus, et donc je vous le partage. Donc ça c'est... Et puis c'est vraiment la merde.
ça bouge du coup, vu qu'il n'y a rien qui est attaché, c'est très sensible. Et les zones un peu centre-ville, où il y a des pigeons qui vont se poser sur les tuiles, tic, 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 qui ont pris cette habitude-là, bah, ils font bouger les tuiles à force de se poser, s'envoler, etc. À force, les tuiles, elles glissent, ou de la grêle ou le vent, ça glisse. Et puis ça crée des vides et des espaces et où l'eau s'infiltre, quoi. Donc c'est pas génial. Voilà, c'est beaucoup mieux de la tuile mécanique à emboîtement. Donc après, c'est à voir si vous avez le budget et vous souhaitez refaire une toiture de A à Z. Une petite toiture comme ça, 40 mètres carrés, surtout en centre historique, ça intéresse pas grand monde. Et plus la toiture est petite, plus ça coûte cher en ratio de mètres carrés. Là, typiquement, si je refaisais toute la toiture, je connais les prix, hein. Si je refaisais tout, j'en ai pour 10 000 euros. Voilà. Sachant qu'il y en a pour 1500 euros facile d'échafaudage, parce qu'ils vont dire, ah, il faut absolument un échafaudage. Il y en a plein qui veulent pas s'embêter avec une nacelle. Bon, ils ont pas tort, mais ça coûte assez cher un échafaudage. Et ensuite, il y a aussi une autre option, c'est un remaniement. Donc un remaniement, pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste concrètement, parce qu'un remaniement, ça veut tout et rien dire. Si vous allez voir la définition dans le dictionnaire, je ne suis pas sûr qu'on vous donne une définition suffisamment précise. Donc ça consiste à refaire tout le faîtage maçonné. En fait, on refait tout ce qu'il y a besoin de refaire, d'être refait. Donc en général, c'est le faîtage maçonné. Voilà, il y a des tuiles qui vont être cassées, des tuiles qui ont glissé, des tuiles qui sont toutes poreuses, où le dessus de la tuile c'est totalement écaillé parce que ça a gelé. Et du coup, ça a sauté. Au niveau des rives, donc ça peut être soit des rives couloirs, quand c'est contre une autre façade, contre un autre pignon, et avec un solin, soit un solin qui peut être soit maçonné, soit un solin avec un solin en plomb, et de l'autre côté, bah, une rive, voilà, soit une rive avec une planche et un habillage en couloir, soit une tuile à rabat, ça dépend, mais avec la tuile canal en général, bon, des fois le plus simple c'est simplement une canal qui dépasse un peu, mais ça c'est pas top parce qu'il y a très peu de débords de toit, il faut privilégier des débords assez grands. Donc en fait on reprend ça. En général c'est la maçonnerie qui a fissuré qu'il faut reprendre. Et ensuite un démoussage et un hydrofuge. Donc c'est-à-dire qu'on va appliquer un produit qui va décaper totalement les tuiles. Au préalable, ils vont toutes les brosser, les frotter, les nettoyer vraiment à bloc. On évacue à la main tout ce qui doit être évacué. Éventuellement, on passe un petit coup de Karcher, mais léger. Il faut éviter d'enlever la protection initiale des tuiles. Les tuiles sont déjà hydrofugées. Et le fait de passer le Karcher, ça enlève cette hydrofuge. Donc c'est vraiment à éviter. Après, si dans tous les cas, vous allez repasser un anti-mousse et hydrofuge derrière, voilà, vous pouvez passer un coup de Karcher pour que ce soit vraiment nickel. Parce que s'il reste un peu de lichen ou de mousse et que vous mettez un hydrofuge par-dessus, bah, voilà, quand le lichen et la mousse elle va s'en aller avec le traitement anti-mousse, bah, du coup votre hydrofuge il va partir avec et ce ne sera pas efficace. Donc voilà un peu toutes les étapes. Et donc un remaniement ça coûte moitié le prix. Donc là typiquement cette toiture là ça coûterait 10 000, un remaniement ça coûterait 5 000. Voilà. Après concrètement une toiture on peut la faire durer pendant des années juste en faisant des petites réparations. C'est même un faîtage maçonné, s'il est un peu fissuré, fendillé, etc., même si la maçonnerie est un peu dégradée, c'est pas pour autant que c'est pas étanche. Et puis voilà. Donc du coup après c'est vraiment à vous de voir, hein. Si vous souhaitez être tranquille, je refais tout de suite, je repars de zéro sur de la tuile mécanique parce que comme ça je vais être tranquille. Je veux un investissement sécure en bon père de famille. Ou alors, voilà, je fais un remaniement et ça va me durer le temps que ça durera, et puis après j'arbitrerai, je revendrai peut-être le bien, donc ça sert à rien que je mette trop le prix. Donc un remaniement, il n'y a plus besoin de rien faire pendant 10-15 ans à peu près. Après une bonne toiture, quand vous refaites tout, voilà, vous en avez pour 50 ans, allez on va dire 40 ans sans souci sûr. Donc voilà, selon l'objectif, selon ce que vous souhaitez, il faut avoir conscience de ça.
Donc ici, moi, typiquement, je pense que je vais pas m'embêter. Il faudrait que je monte sur le toit parce que voilà, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent parce que c'est pas évident. Soit on est équipé d'un super drone, soit on fait venir un couvreur. Sinon, on voit pas forcément les toitures. On voit de l'intérieur que ça fuit pas. On accède des fois au comble, on voit que c'est pas mal. Mais des fois, par au-dessus, on peut avoir des surprises. Donc là, concrètement, moi, j'avais pas encore vu les combles parce que la trappe était dissimulée. Je l'ai vu que après. Voilà, les combles sont assez basiques. Il y a des pannes traversantes. Les murs pignons montent tout en haut à soutenir la charpente. C'est vraiment assez simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle est globalement en bon état, un peu dégradée à l'endroit où il y avait les grosses fuites. Mais ça avait été réparé convenablement. Et par contre, voilà, il y a certainement pas mal de mousse. Et ce qui fait que ça ne fuit plus aujourd'hui, je pense que les tuiles, elles se sont pas remises en place. Mais il y a de la mousse qui s'est développée et qui a bouché les vides. Et aujourd'hui, c'est étanche. Mais voilà, c'est pas, c'est pas comme ça que ça devrait être étanche. C'est pas à la mousse de faire l'étanchéité. Donc un jour ou l'autre, j'irai par le châssis de toit, je m'accrocherai et puis j'irai voir ce qu'il faut faire pour réparer un peu tout ce qu'il faut. Et puis peut-être que je ferai un remaniement global, voilà. J'aviserai suivant l'état réel de la toiture et suivant ce que je souhaite faire à l'avenir. Donc voilà. Revenons-en à cet appartement-là. Donc j'ai changé après les menuiseries. On a tout détapissé dans cette pièce de vie. Et du coup, j'ai tout réenduit les murs. Donc ça, c'est vraiment du gros boulot. Bien lessivé pour enlever la colle à papier peint. Réenduire, une passe, deux passes. Alors ici, j'ai fait un bouchage de trous et ensuite une passe générale. C'est vraiment un physique. Et puis, il aurait fallu une deuxième passe si j'aurais voulu un rendu nickel. Il y a encore des petites aspérités par endroit. Mais franchement, le rendu est propre. Et après, l'un dans l'autre, au studio en dessous, j'ai pris le choix de mettre de la toile de verre. Et c'est plus rapide. Et c'est presque plus économique. Je dirais même que c'est plus économique. En tout cas, en termes de temps, voilà, la toile de verre, on va dire en 2 jours, en 2 grosses journées, c'était tout posé. Alors que là, le réenduire tous les murs, ça a mis, allez, ça a mis quasiment une semaine quoi, pour tout réenduire. Donc après il y a le ponçage, enfin bref, dépoussiérage, lessivage. Il y a le détapissage aussi, il faut bien détapisser, alors que bon, il faut détapisser aussi avant de mettre de la toile de verre. Il y en a qui arrivent à remettre de la toile de verre sur un ancien papier peint, mais il faut quand même que l'ancien papier peint soit nickel, qu'il soit bien collé, qu'il n'y ait pas de bulle en dessous. C'est quand même un peu limite de faire ça. Mais le gros avantage, c'est que toile de verre, on détapisse grossièrement. Enfin, grossièrement, faut pas non plus qu'il y ait des aspérités partout. On détapisse bien et il n'y a pas besoin de traiter davantage. On réencolle et on remet notre toile de verre par-dessus et on repeint. Donc il y a beaucoup moins d'étapes et la finition est nickel. Alors que pour avoir une finition nickel en ayant réenduit des murs, en ayant fait, comment ça s'appelle, un ratissage, bah là, il y a du taf. Il y a du taf, il y a un coup de main à prendre, c'est pas évident. Ça, donc après ici, donc j'ai choisi de ne pas réisoler parce que c'était toute petite surface, on aurait perdu en surface. Et puis vu le volume à chauffer, honnêtement, donc ici j'ai 2 radiateurs, un de 1000 watts, un de 1500, plus un sèche-serviette dans la salle de bain mais que j'utilise pas. Franchement, ça suffit largement et ça consomme pas des masses. Je suis peut-être à la moitié. Dès qu'on lance les radiateurs, pouf, ça monte en consommation parce que j'ai le Linky, donc j'ai pu voir la consommation instantanée. Et après, dès que ça atteint la température de chauffe voulue, ça se remet en chauffe que ponctuellement. Et on est à peu près qu'à la moitié en puissance, on est qu'à la moitié de la puissance des radiateurs. Donc dans tous les cas, vu que c'est un petit logement, ce ne sera jamais des consommations énormes. Donc voilà pour ça. Donc ici, du coup, c'est un T1 bis parce qu'il y a une petite partie cuisine séparée qui doit faire dans les 5 mètres carrés à peu près. 4 à 5 mètres carrés. Donc là, j'ai tout refait dans la cuisine, tout équipé. Donc vous verrez aussi les photos après. Et dans la salle de bain, j'ai rehaussé le carrelage. J'ai gardé le carrelage existant. Puis j'ai changé la vasque ici, le WC.
Et puis voilà. Donc du coup, on est pas mal. Ici, j'en suis sorti pour 2 800 €. Donc dans la vidéo des travaux, je détaille ici le budget travaux précis. Donc je vous donne tous les prix de ce que j'ai acheté. 2800. Donc j'ai refait les sols aussi, stratifiés, sol PVC dans la cuisine et lino dans la salle de bain. Donc 2800. Et après en mobilier, j'ai eu du mobilier de récup qui était déjà ici. Et en gros, j'ai acheté le bureau ici, j'ai acheté ce fauteuil, j'ai acheté ce lit, un petit canapé. Voilà. Après, il y a l'électroménager aussi. Le frigo 200 €. Le canapé 250, c'est vraiment un modèle basique. Là, 70 € pour ça, 50 € pour ça, 100 € pour le sommier, le matelas, je sais plus, 50 €. Je sais pas à combien on est là du tout. On a 2, 3, 4, 5. Ouais, on est dans les 1000 € à peu près. On va être à peu près à 1000 €. Donc ici, on va dire, on va arrondir, on va dire à 4500 € à peu près de coûts de travaux plus mobilier. En général, moi, je budgète 1500 € de mobilier par logement. Voilà, quand je récupère des trucs à droite à gauche, en général, je m'en sors pour moins. Mais après, voilà, faut compter aussi tous les accessoires. Et j'ai pas mis beaucoup de déco là. On achète 1 ou 2 tableaux déco, c'est pas donné, c'est vite 30 € le tableau. Pareil, toute la vaisselle. Après, ça coûte un peu aussi. Nécessaire de ménage, tout ce qu'il faut fournir après pour la location meublée, quoi. Donc 4500 ici. Ça a été rénové en un petit mois. Voilà. Donc à 90% moi tout seul. J'ai eu 2-3 jours de coup de main. Et puis le studio, c'est un peu le même principe. J'ai eu 3 bonnes journées de coup de main de Guilhem, qui fait un grand coucou. Et ça a mis 15 jours à peu près. J'ai eu aussi mon frère Johan qui m'a bien aidé pour la fin, pour monter les meubles. Ça m'a fait gagner pas mal de temps aussi. Merci Yo-Yo. Et voilà, donc en gros 15 jours. Et là par contre, ça a coûté beaucoup moins cher parce que j'ai pas eu de menuiserie à changer. J'ai pas eu d'évier à racheter. J'ai le chauffe-eau, j'ai fait une vidéo sur le chauffe-eau. J'ai le groupe de sécurité que j'ai dû changer par contre, alors qu'ici il était en bon état. Voilà, et après toile de verre, peinture. J'ai gardé les sols en bas, j'ai un sol en carrelage parce que en bas il y a des soucis de remontée capillaire un peu. Donc du coup j'ai mis une bonne VMC qui marche en continu. Et j'ai pas eu à changer le sol, j'ai gardé le sol en carrelage. Parce que si j'avais mis un autre sol par-dessus et qu'il y a de l'eau qui remonte, c'est ni fait ni à faire. Il faut bien que ça ventile, que ça s'aère. Donc au final, en dessous, je ne me suis pas replongé dans toutes les factures dans le détail. Mais il y en a pour 2000 € à peu près. 2000 € de matériaux. Donc dans la salle de bain, paron vert. Bon, celle-là c'était de la récup, en plus je ne l'ai pas payé. Une vasque de 60, donc ça c'est un vasque standard mais qui est pas mal avec des charnières amortisseurs et tout. Du coup il coûte pas très cher, 80 € je crois, tout l'ensemble, miroir, vasque, meuble, le WC. Après j'ai mis un sèche-serviette, un radiateur de 1000 watts dans la pièce de vie. Donc la cuisine, donc il y a plein de travail avec céramique, plaque vitro-céramique pardon. Et ensuite en dessous on a du coup le four, le petit frigo et lave-vaisselle. Au passage les petits frigos top ils sont assez hauts. Je crois que mon plan de travail, mon dessous plan de travail est à 86 cm du sol et il fallait ça. Et il reste peut-être 5 mm de passage avec la charnière du frigo. Donc voilà. Je pensais, en général, c'est le lave-vaisselle. On prévoit suffisamment haut selon la hauteur du lave-vaisselle. Et encore, le lave-vaisselle, on peut enlever le capot. Alors que là, le frigo, on peut enlever la petite patte en plastique, mais on gagne même pas 5 mm. Donc là, j'ai eu du bol sur ce coup-ci que ça passe en dessous. Ouais, les frigos top
prévoyez, je crois que j'ai 86 et ça passe tout juste, donc prévoyez 86 cm si vous pouvez de hauteur sous votre plan de travail. Ça, et puis voilà, après j'ai mis un peu de déco, j'ai mis un canapé BZ. Donc voilà, je vous montrerai les photos, ça rend pas mal. Un petit dressing, petite commode. Et donc là, il y a un peu plus de mobilier. Et donc là, on s'en sort en gros pour, je vous disais, 2000 euros de 2000 euros de travaux, pardon, de matériaux. Et puis 1500 euros, on va compter 1500 euros de mobilier, même si je suis un peu plus dans les 1000 euros. Donc voilà, donc globalement, voilà, j'ai estimé que globalement il y en avait eu pour, en prenant large, 8000 euros de matériaux. Donc du coup, j'ai tout calculé pour vous faire. Donc moi, je vais sur le site instantcashflow.fr. Alors c'est très bien, vous avez des curseurs et puis vous pouvez avoir votre renta, votre cashflow très rapidement. Bon, ça ne tient pas en compte la vacance locative, etc. Si vous voulez l'intégrer, les petits travaux qu'il peut avoir à l'avenir et tout. C'est des choses à prendre en compte aussi, notamment le studio. Là, j'ai mon locataire qui est rentré la semaine dernière. Mais si vous avez suivi, les travaux, je les ai faits courant décembre. Donc ça a mis 2 bons mois avant que je trouve quelqu'un de fiable. Donc il y a vraiment des périodes où c'est cyclique. Alors Bergerac, comme toutes les villes moyennes, il y a pas mal de cassos et ça fluctue selon l'année. Là, on arrive au mois de mars et là, vraiment, on commence à avoir des profils qualitatifs. Il y a beaucoup d'étudiants en alternance qui travaillent dans le secteur du vin, notamment, qui font des stages de 6 mois. Et après, les étudiants, vraiment, c'est vraiment au mois de septembre où il y a davantage d'étudiants. Il y a 2-3 écoles assez importantes à Bergerac. Mais c'est beaucoup moins d'étudiants qu'à Périgueux, notamment. Et du coup, en période creuse comme ça, hivernale, là, janvier-février, on va dire le mois de février, là j'ai eu 10 demandes peut-être en 15 jours du mois de mars, et mois de février j'ai dû avoir 3 demandes dans le mois. Mais bon, sur les 10 demandes aujourd'hui, on va dire il y en a 7, c'est des cassos. Enfin, je dis cassos, c'est des profils pas sérieux ou des profils à risque, quoi. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, voilà, ça a mis un peu de temps. Mais là, ça redémarre. Donc il faut, voilà, après c'est un roulement. Après c'est aussi au petit bonheur la chance. Si votre locataire il vous redonne congé fin d'année, vous savez qu'il y a de grandes chances que vous mettiez encore 1 mois ou 2 à relouer derrière. Mais voilà, c'est à vous de faire une bonne sélection pour trouver un profil stable, sérieux, qui reste sur le long terme et qui soit un peu dégourdi, qui vous appelle pas tous les 4 matins parce qu'il y a un plomb qui a sauté ou je sais pas quoi. Qui soit un peu dégourdi mais qui cherche pas à tout bidouiller non plus, sans votre avis. Enfin bref, il faudrait faire un listing des qualités. On disait ça avec mon père l'autre jour. Il faudrait trouver le locataire idéal et puis le dupliquer. Tac, 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 tac. Et puis ce serait beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà. Donc au niveau des loyers, donc celui-ci, je connais très bien les prix. Donc là, donc c'est chauffage élec. Pour l'eau, ils ont leur compteur individuel. Donc il y a 5 euros de charge de provision pour charge d'ordures ménagères. Donc ici sur Bergerac, c'est entre 5 et 10 euros à peu près l'ordure ménagère. Donc j'ai fait un ratio pour savoir, et puis ça peut vous aider. Donc en gros, alors peut-être dans votre ville, ça fluctue un peu au niveau des pourcentages, mais je pense que c'est un peu pareil. Ici, c'est à peu près 20%. Donc quand vous avez votre montant de taxe foncière, vous prenez 20%. C'est à peu près la partie ordure ménagère que vous pouvez récupérer sur le locataire. Et après, vous le divisez. Si ici, il y a 2 logements, vous faites les 20% divisé par 2. Et puis ensuite, vous divisez par 12 pour savoir le delta mensuel. Ça aussi, ici, entre 5 et 10 euros. Bon, voilà.
Moi ici, je crois que ça fait 7 euros. Je me suis dit, je vais mettre 5 euros, comme ça, voilà, je récupère, mais sans tout récupérer, c'est pas grave. Et d'un autre côté, ça fait que j'ai pas à m'emmerder à faire une régule tous les ans. Voilà, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Si le locataire me dit ah, il y a la régule, machin, vous me devez peut-être des sous, je vais dire non, 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 c'est plutôt vous qui m'en devez. Est-ce que vous voulez que je vous réclame les 10 euros qui manquent sur la taxe d'ordure ménagère? Il va dire ah bah non, 10 euros, vous pourriez m'en faire cadeau. Bah oui, oui, voilà, je vous en fais cadeau. Allez, bonne journée. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc du coup, au niveau des loyers, donc j'ai provisionné 5 euros de charge. Sinon, l'autre élément qui pourrait intervenir en charge, c'est les parties communes. Donc au niveau des parties communes, là, c'est assez simple. Et donc ce qui est convenu, c'est que chacun nettoie son palier toutes les semaines. Donc voilà, du moment que ça fonctionne bien, il n'y a pas de charge de ménage supplémentaire. Et voilà. Et ensuite, du coup, le studio, donc il est loué 360 euros hors charge, plus 5 euros d'ordure ménagère. Et ici, il sera loué, bon, c'est vraiment le prix le plus bas, peut-être que je louerai un peu plus, mais 400 euros. 400 plus 5 euros d'ordure ménagère. Mais honnêtement, je pense que j'essaierai de le louer à 410 euros. Et il y a de grandes chances que ça se loue aussi. Donc voilà, je vous ai fait un récap, donc je vais vous détailler ça. Alors, on a donc donc prix d'achat. Donc prix d'achat, j'étais le premier, c'est des amis agents immobiliers qui m'ont appelé tout de suite. J'ai pu faire une offre tout de suite et qu'elle soit acceptée assez rapidement. Donc 45 000 euros pour 2 logements, donc 26 mètres carrés ici, 20 mètres carrés au rez-de-chaussée. 45 000 euros, donc en frais de notaire, bon là ils sont un peu faibles, mais bon c'est pas grave. Là ça a noté 3 600, mais on était plus à 4 000 et des brouettes. En fait, plus le prix d'achat est faible, plus les frais de notaire augmentent. Donc en moyenne, les frais de notaire c'est 8%. Sur des gros montants, ça peut descendre un peu à 7%. Et sur des tout petits montants comme là, on est plus à 10% de frais de notaire. Donc là, on serait en réalité un peu plus, on serait à 4 500 euros de frais de notaire. Donc en travaux mobiliers, donc j'ai dit en gros, j'avais dit 4 500, 3 500. Voilà, donc on est à 8 000 euros, c'est ce que j'ai noté. Donc ici, j'ai acheté cash, mais j'ai fait la simulation avec un crédit immobilier sur 20 ans au taux de 1,2. Petite parenthèse, pourquoi j'ai acheté cash, c'est parce que la banque ne me suivait pas, donc j'ai pas eu trop de choix. Au niveau du loyer, du coup, ça fait un total de 400 plus 360 de 760 euros. La taxe foncière, 700 euros. Et les charges, du coup, que je paye en plus de ma poche. Donc, c'est l'assurance habitation, l'assurance PNO, propriétaire non occupant. On estime, pour être proche de la réalité, on est à 10 euros par mois par lot. Donc ici de l'eau, donc 20 euros par mois. Donc ça nous donne un cash flow avant impôt, parce que ça dépend bien sûr de votre TMI, etc. Donc quand vous avez fait des petits travaux au début en meublé, vous n'allez pas payer d'impôt, mais très vite vous allez vous faire rattraper par les impôts, que vous soyez même si vous êtes en meublé, voilà, pas d'impôt pendant 10 ans, à la rigueur si vous êtes à 7% de renta peut-être, mais si vous avez des bonnes rentas à partir de 9-10%, vous allez, au bout de déjà de 3 ans, vous risquez d'être en positif et de payer des impôts. Il ne faut pas vous leurrer. Donc pour ça, après, il y a des solutions. Hein. On pourra en reparler éventuellement. Donc cash flow avant impôt, donc on est à 417 euros par mois. Donc voilà, pour un tout petit projet de 4, 5, oui, on est à 60 000 euros, on est à moins de 60 000 euros tout compris. 417 euros par mois et 16% de rentabilité brute. Donc on a une renta au top. Si j'avais délégué totalement par entreprise, il y en aurait eu en gros par 10 000 euros par logement.
donc 20 000 euros de travaux, on va dire. J'ai fait la simule, on aurait été à peu près à 12% de renta. Donc ça aurait été déjà une très bonne affaire, même si j'avais tout délégué. Mais là, en faisant par moi-même, ça devient une excellente affaire. Et ça fait, mine de rien, une grosse économie. Et ça permet aussi d'avancer plus vite. Parce que voilà, vous économisez là-dessus, vous avez plus de cash flow, donc vous économisez davantage tous les mois. Et puis voilà. Et puis si vous voulez vous prendre votre indépendance rapidement, sans être obligé d'accumuler X biens, de courir après les prêts immobiliers et de galérer avec les financements, moi j'ai choisi plutôt de rester petit, d'optimiser au maximum, de faire les travaux moi-même. Et voilà. C'est un choix, il y en a plein possibles, mais il faut savoir que plus on accumule, plus on veut grossir et plus on a de soucis, mine de rien, même si on peut vous sortir l'argument que on va déléguer, voilà. C'est très très dur de trouver des personnes fiables pour la délégation. Ça, si vous n'êtes pas confronté à la réalité, vous allez vite vous en rendre compte. Et voilà. Après, sinon, c'est devenir très gros et embaucher quelqu'un, quoi. Mais voilà, même un salarié, trouver un salarié qui soit motivé, qui le reste motivé sur la durée, qui soit vraiment impliqué dans son boulot, c'est aussi rare. Voilà. Non, ça peut le devenir au début, mais après, voilà, il peut y avoir des moments où il y a des baisses de motivation, etc. Enfin bref. C'est aussi c'est gérer de l'humain, voilà. Dès qu'on gère de l'humain, dès qu'on doit dépendre des autres, il y a des complications qui entrent en jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense avoir rien oublié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!